L'honorable sénatrice Seidman propose que ce projet de loi soit lu une deuxième fois. Débat. Sénateur Houssakos. Collègues, je prends la parole aujourd'hui pour parler du projet de loi C-281, projet de loi sur les droits de la personne à l'échelle internationale qui a été présenté à l'autre chambre par mon collègue, le député de Northumberland, Peterborough South, Lawrence. Je tiens à féliciter le député Lawrence d'avoir présenté ce projet de loi. Ça permettra de dire que le Canada tient ses promesses en matière de défense et de promotion des droits de la personne à l'échelle mondiale, une cause qui représente nos valeurs canadiennes. Le projet de loi a deux dispositions, ou plusieurs, y compris les modifications à la loi Magnitsky, la loi sur le ministère des Affaires étrangères, du commerce et du développement, et la loi sur les armes à sous-munitions et la loi sur la radiodiffusion. Chaque disposition comble une lacune dans la capacité du Parlement à tenir le gouvernement responsable de la défense par le Canada des droits de la personne dans le monde, une cause qui, je suis sûre que les sénateurs en conviendront, transcende les lignes de parti. Permettez-moi d'abord de parler de l'amendement à la loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus, qu'on appelle la loi Magnitsky. La loi Magnitsky donne à notre gouvernement un autre outil pour imposer des sanctions aux auteurs de violations des droits de la personne. Cependant, je suis déçue de constater que cet outil n'a pas été utilisé aussi efficacement qu'il aurait pu ou aurait dû l'être ces dernières années. Il est étonnant de constater que pas une seule entité ou personne de Chine, par exemple, n'a fait l'objet de sanctions de la part du Canada en vertu de la loi Magnitsky, malgré les appels répétés en ce sens. Pensons à la situation à Hong Kong. Un exemple flagrant de la raison pour laquelle le projet de loi C-281 est nécessaire aujourd'hui. Il y a la répression des droits de la personne à Hong Kong qui se poursuit malgré les appels répétés au régime de Pékin pour qu'il respecte son engagement au système un pays, deux systèmes. Nous avons vu de nombreuses preuves et de nombreux témoignages de la situation sur le terrain à Hong Kong, mais le gouvernement actuel n'a encore pris aucune sanction à l'encontre de quiconque, que ce soit un fonctionnaire de Hong Kong ou de la RPC. Et ce, bien que nombre de ces fonctionnaires aient des liens avec le Canada, qu'il s'agisse de biens immobiliers, de membres de la famille détenant un passeport canadien ou ayant fait leurs études ici. En termes simples, notre pays n'a tenu personne responsable des violations de la personne commises à Hong Kong. Le projet de loi C-82, en modifiant Magnitsky, vise deux objectifs. Permettre au Parlement de s'exprimer et assurer un contrôle parlementaire. Essentiellement, cela créerait un mécanisme par lequel les parlementaires pourront recommander que des fonctionnaires étrangers, tels que ceux impliqués dans les violations des droits de la personne à Hong Kong et ailleurs, soient inclus dans des listes de sanctions. C'est quelque chose que j'avais essayé de faire avec mon propre projet de loi modifiant Magnitsky, mais ça peut être fait avec celui-ci. Cette mesure se justifie en partie par le fait que les parlementaires sont en contact avec les organisations de défense des droits de l'homme et les ONG, ce qui n'est peut-être pas le cas du ministre. Il est donc logique que les parlementaires puissent recommander au ministre des personnes à sanctionner. Il est important de noter toutefois que le ministre n'est pas obligé de se conformer à une telle recommandation. Le ministre reste libre d'accepter ou de refuser ces recommandations, et c'est là que la deuxième partie entre en jeu. Il ou elle devra fournir une explication sur les raisons de ce refus ou de cette acceptation. La tradition de ce pays veut que les ministres soient individuellement responsables devant le Parlement de leurs propres actions et de celles de leur ministère. L'amendement proposé dans ce projet de loi garantira que dans les 40 jours suivant l'adoption par la Chambre des communes ou le Parlement d'une motion visant à sanctionner une personne ou un groupe de personnes, le ministre des Affaires étrangères devra en faire rapport au Parlement. Cela imposera une meilleure reddition de comptes, ce qui est à mon avis raisonnable. Si, en fait, le Sénat et la Chambre des communes ont tous deux estimé que les sanctions Magnitsky devraient être appliquées, il n'est pas déraisonnable que le ministère des Affaires étrangères se présente devant un comité parlementaire et explique pourquoi il en a décidé autrement. Je tiens à répéter et à être très clair. Cette modification à la loi Magnitsky n'oblige pas le ministère des Affaires étrangères à suivre les ordres du Parlement en matière de sanctions. Nous, en tant que parlementaires, nous comprenons qu'il peut y avoir d'autres considérations à prendre en compte lors de l'émission de telles sanctions et nous ne voulons pas faire planer la perception que nous entravons ou que nous nous ingérons dans le travail du gouvernement. Mais
Cette modification permet simplement aux parlementaires d'avoir leur mot à dire et de recevoir une explication lorsque ce mot n'est pas pris en compte. Il ne s'agit pas d'une question d'ego ou une lutte de pouvoir. Il ne s'agit pas non plus de croire que les parlementaires en connaissent plus que les autres. Ce n'est pas ce que je pense, certainement. L'auteur de ce projet de loi et moi-même, en tant que parrain au Sénat, croyons sincèrement que cette mesure d'information et de responsabilité permettra de sanctionner un plus grand nombre d'auteurs de violations des droits de la personne dans le monde et un processus plus objectif. Je crois que c'est l'objectif de tous. Dans les premiers mois suivant l'entrée en vigueur de la loi Magnitsky, au Canada, nous avons sanctionné une multitude de personnes au Myanmar, en Russie et au Venezuela. Depuis lors, nous n'avons vu que très peu d'activités de la part du gouvernement sur ce front. En fait, personne n'a été sanctionné au titre de la loi Magnitsky depuis cette première vague. Nous voulons mettre en place ce mécanisme de responsabilité afin d'encourager le gouvernement à utiliser les outils dont il dispose pour sanctionner les personnes qui commettent les crimes les plus ignobles et les atrocités les plus graves partout dans le monde en matière de droits de la personne. Et si le gouvernement n'utilise pas ces outils, nous devrions savoir pourquoi. Un autre aspect de cette mesure législative est la responsabilité imposée au ministre des Affaires étrangères qui aura certaines obligations en matière de rapport concernant le travail effectué par notre gouvernement pour protéger les droits de la personne en exigeant la production d'un rapport en ligne. Initialement, cette disposition prévoyait que le rapport inclut les noms et les circonstances des personnes que le gouvernement canadien et le ministère des Affaires étrangères défendent et s'efforcent de faire libérer. Toutefois, afin de tenir compte des préoccupations selon lesquelles une telle divulgation pourrait en fait mettre en danger certaines de ces personnes ou leurs familles, un amendement a été en comité de la Chambre des communes pour donner au ministre un pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne la divulgation des noms. Le projet de loi stipule maintenant que le ministre doit faire tous les efforts raisonnables pour consulter les membres de la famille ou les représentants des prisonniers d'opinion et peut décider de ne pas inclure certaines informations dans la liste si une personne consultée par le ministre demande que l'information ne soit pas incluse ou si le ministre est convaincu que de ne pas l'inclure serait dans le meilleur intérêt de l'avancement des droits de la personne ou de la sécurité personnelle de la personne. Cet amendement a été adopté dans l'esprit que ces obligations en matière de rapport ne sont en aucun cas destinées à restreindre ou entraver le ministère des Affaires étrangères et le travail qu'il accomplit. C'est plutôt un appui. Nous pensons que les ONG et le public seront mieux placés pour faire pression sur les gouvernements du monde entier afin qu'ils libèrent les prisonniers d'opinion, des personnes détenues simplement en raison de leurs croyances et de leurs idées sur l'amélioration de leur pays, des personnes qui luttent pour les droits de la personne, pour la liberté d'expression ou la liberté de parole. En sensibilisant le public au Canada et à l'étranger sur l'incarcération et parfois malheureusement la torture des prisonniers d'opinion, nous pouvons donner de l'espoir à ces personnes et chasser peut-être ce mal, ce qui conduira à la liberté des prisonniers et des défenseurs de la démocratie, des droits des femmes, des droits des LGBTQ2 et de la liberté. Quant aux entreprises qui contreviennent aux droits de la personne ou exploitent les pays en développement en ce qui concerne les armes à sous-munitions, cette loi souligne notre engagement à respecter les normes internationales et notre responsabilité de protéger les plus vulnérables, conformément aux lois que nous avons adoptées et aux traités dont nous sommes signataires. Étant donné que les États-Unis ne sont pas signataires de la Convention de Dublin et fabriquent malheureusement ce type d'armes, une question a été soulevée à l'autre endroit pour savoir si nous courions le risque de subir des pressions de la part des vendeurs d'armes américains pour s'assurer que des actionnaires ou les personnes impliquées dans ces entreprises, par exemple, ne soient pas visées par le projet de loi. Mon collègue à la Chambre des communes, le député Lawrence, a répondu comme suit. Les pressions politiques se sont avérées incroyablement efficaces. Textron, l'un des plus grands fabricants d'armes aux États-Unis, a cessé de produire des armes à sous-munitions et il a mentionné que c'était en raison des pressions politiques. Par conséquent, avec des mesures comme ce projet de loi-ci, qui pourrait empêcher les investissements relatifs aux armes à sous-munitions par l'entreprise canadienne, non seulement nous pouvons mettre fin à cette pratique, mais augmenter les pressions politiques. Je serais heureux de collaborer avec le député pour faire cesser la fabrication d'armes à sous-munitions partout dans le monde. Ce qui nous amène à la quatrième et dernière disposition, habiliter le gouvernement à interdire les organes de propagande d'État qui opèrent au Canada et diffusent de la désinformation, interférant ainsi dans notre débat public. Nous avons vu, à la suite de l'invasion russe de l'Ukraine, que RT, le réseau de propagande d'État de la Russie, a été retiré des ondes canadiennes.
Le 16 mars dernier, le gouvernement du Canada a officiellement retiré Russia Today et RT France de nos ondes au motif que la distribution de ces services n'était pas dans l'intérêt public car leur contenu semble constituer des commentaires abusifs ou est susceptible d'exposer le peuple ukrainien à la haine ou au mépris pour des raisons de race, d'origine nationale ou ethnique, et que leur programmation va à l'encontre de la réalisation des objectifs de politique générale de la loi sur la radiodiffusion. La propagande russe n'a pas sa place sur les ondes canadiennes. En fait, aucune propagande d'État ne devrait y avoir sa place. Les sénateurs, vous vous rappellerez peut-être des controverses entourant la CGTN, l'organe de propagande de Beijing, qui a nié le génocide des Ouïghours et diffusé des aveux forcés de dissidents. Les modifications apportées à la loi sur la radiodiffusion dans ce projet de loi sont essentielles pour harmoniser le Canada avec ses partenaires semblables comme le Royaume-Uni, qui a interdit GCTN en 2021. La propagande d'État qui répand à la désinformation agit à l'encontre des intérêts canadiens. Je soutiens la décision du CRTC de retirer ses licences, mais il n'aurait pas dû adopter une approche aussi large. Il aurait dû y avoir un mécanisme plus direct en place. Ce projet de loi donnerait au CRTC un outil précis pour dire que le pays X commet un génocide et diffuse sa propagande dans notre pays et par conséquent perd son droit de diffuser au Canada. Cet amendement simplifie la question pour l'autorité de réglementation au lieu de devoir contourner les règles existantes. Nous pensons qu'il s'agit d'un amendement modeste mais nécessaire qui permettrait au CRTC de protéger les Canadiens vulnérables et lutter contre la désinformation. En conclusion, le projet de loi C-281, la loi sur les droits de la personne à l'échelle internationale, est un pas dans la bonne direction qui ne réglera pas tous les problèmes mais ajoutera un outil à la trousse d'outils du Parlement. Historiquement, le Canada s'est engagé à faire respecter les droits de la personne partout au monde. Les dispositions du présent projet de loi nous permettent de nous assurer qu'il ne s'agit pas de simples mots, mais de principes que nous défendons. Le projet de loi donne aux parlementaires les outils nécessaires pour tenir le gouvernement en place responsable de ses actions et des mesures qu'il prend pour faire respecter les droits de l'homme, les droits de la personne dans le monde. Ce projet de loi a été adopté à l'unanimité à la Chambre des communes et j'espère qu'il sera adopté à l'unanimité assez rapidement ici aussi. Merci. Lankin. Sénatrice Lankin, sénateur, répondrez-vous à une question? L'honorable sénatrice Seidman propose que ce projet de loi soit lu une deuxième fois. Débat. Sénateur Houssakos, collègues, je prends la parole aujourd'hui pour parler du projet de loi C-281, projet de loi sur les droits de la personne à l'échelle internationale qui a été présenté à l'autre chambre par mon collègue, le député de Northumberland, Peterborough South, Lawrence. Je tiens à féliciter le député Lawrence d'avoir présenté ce projet de loi. Ça permettra de dire que le Canada tient ses promesses en matière de défense et de promotion des droits de la personne à l'échelle mondiale, une cause qui représente nos valeurs canadiennes. Le projet de loi a deux dispositions, ou plusieurs, y compris les modifications à la loi Magnitsky, la loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement, et la loi sur les armes à sous-munitions et la loi sur la radiodiffusion. Chaque disposition comble une lacune dans la capacité du Parlement à tenir le gouvernement responsable de la défense par le Canada des droits de la personne dans le monde, une cause qui, je suis sûre que les sénateurs en conviendront, transcende les lignes de parti. Permettez-moi d'abord de parler de l'amendement à la loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus, qu'on appelle la loi Magnitsky. La loi Magnitsky donne à notre gouvernement un autre outil pour imposer des sanctions aux auteurs de violations des droits de la personne. Cependant, je suis déçue de constater que cet outil n'a pas été utilisé aussi efficacement qu'il aurait pu ou aurait dû l'être ces dernières années. Il est étonnant de constater que pas une seule entité ou personne de Chine, par exemple, n'a fait l'objet de sanctions de la part du Canada en vertu de la loi Magnitsky, malgré les appels répétés en ce sens. Pensons à la situation à Hong Kong. Un exemple flagrant de la raison pour laquelle le projet de loi C-281 est nécessaire aujourd'hui. Il y a la répression des droits de la personne à Hong Kong qui se poursuit malgré les appels répétés au régime de Pékin pour qu'il respecte son engagement au système « un pays, deux systèmes ».
Nous avons vu de nombreuses preuves et de nombreux témoignages de la situation sur le terrain à Hong Kong, mais le gouvernement actuel n'a encore pris aucune sanction à l'encontre de quiconque, que ce soit un fonctionnaire de Hong Kong ou de la RPC. Et ce, bien que nombre de ces fonctionnaires aient des liens avec le Canada, qu'il s'agisse de biens immobiliers, de membres de la famille détenant un passeport canadien ou ayant fait leurs études ici. En termes simples, notre pays n'a tenu personne responsable des violations de la personne commises à Hong Kong. Le projet de loi C-82, en modifiant Magnitsky, vise deux objectifs: permettre au Parlement de s'exprimer et assurer un contrôle parlementaire. Essentiellement, cela créerait un mécanisme par lequel les parlementaires pourront recommander que des fonctionnaires étrangers, tels que ceux impliqués dans les violations des droits de la personne à Hong Kong et ailleurs, soient inclus dans des listes de sanctions. C'est quelque chose que j'avais essayé de faire avec mon propre projet de loi modifiant Magnitsky, mais ça peut être fait avec celui-ci. Cette mesure se justifie en partie par le fait que les parlementaires sont en contact avec les organisations de défense des droits de l'homme et les ONG, ce qui n'est peut-être pas le cas du ministre. Il est donc logique que les parlementaires puissent recommander au ministre des personnes à sanctionner. Il est important de noter toutefois que le ministre n'est pas obligé de se conformer à une telle recommandation. Le ministre reste libre d'accepter ou de refuser ces recommandations, et c'est là que la deuxième partie entre en jeu. Il ou elle devra fournir une explication sur les raisons de ce refus ou de cette acceptation. La tradition de ce pays veut que les ministres soient individuellement responsables devant le Parlement de leurs propres actions et de celles de leur ministère. L'amendement proposé dans ce projet de loi garantira que dans les 40 jours suivant l'adoption par la Chambre des communes ou le Parlement d'une motion visant à sanctionner une personne ou un groupe de personnes, le ministre des Affaires étrangères devra en faire rapport au Parlement. Cela imposera une meilleure reddition de comptes, ce qui est à mon avis raisonnable. Si, en fait, le Sénat et la Chambre des communes ont tous deux estimé que les sanctions Magnitsky devraient être appliquées, il n'est pas déraisonnable que le ministère des Affaires étrangères se présente devant un comité parlementaire et explique pourquoi il en a décidé autrement. Je tiens à répéter et à être très clair. Cette modification à la loi Magnitsky n'oblige pas le ministère des Affaires étrangères à suivre les ordres du Parlement en matière de sanctions. Nous, en tant que parlementaires, nous comprenons qu'il peut y avoir d'autres considérations à prendre en compte lors de l'émission de telles sanctions et nous ne voulons pas faire planer la perception que nous entravons ou que nous nous ingérons dans le travail du gouvernement. Mais cette modification permet simplement aux parlementaires d'avoir leur mot à dire et de recevoir une explication lorsque ce mot n'est pas pris en compte. Il ne s'agit pas d'une question d'ego ou une lutte de pouvoir. Il ne s'agit pas non plus de croire que les parlementaires en connaissent plus que les autres. Ce n'est pas ce que je pense, certainement. L'auteur de ce projet de loi et moi-même, en tant que parrain au Sénat, croyons sincèrement que cette mesure d'information et de responsabilité permettra de sanctionner un plus grand nombre d'auteurs de violations des droits de la personne dans le monde et un processus plus objectif. Je crois que c'est l'objectif de tous. Dans les premiers mois suivant l'entrée en vigueur de la loi Magnitsky, au Canada, nous avons sanctionné une multitude de personnes au Myanmar, en Russie et au Venezuela. Depuis lors, nous n'avons vu que très peu d'activités de la part du gouvernement sur ce front. En fait, personne n'a été sanctionné au titre de la loi Magnitsky depuis cette première vague. Nous voulons mettre en place ce mécanisme de responsabilité afin d'encourager le gouvernement à utiliser les outils dont il dispose pour sanctionner les personnes qui commettent les crimes les plus ignobles et les atrocités les plus graves partout dans le monde en matière de droits de la personne. Et si le gouvernement n'utilise pas ces outils, nous devrions savoir pourquoi. Un autre aspect de cette mesure législative est la responsabilité imposée au ministre des Affaires étrangères qui aura certaines obligations en matière de rapport concernant le travail effectué par notre gouvernement pour protéger les droits de la personne en exigeant la production d'un rapport en ligne. Initialement, cette disposition prévoyait que le rapport inclut les noms et les circonstances des personnes que le gouvernement canadien et le ministère des Affaires étrangères défendent et s'efforcent de faire libérer. Toutefois, afin de tenir compte des préoccupations selon lesquelles une telle divulgation pourrait en fait mettre en danger certaines de ces personnes ou leurs familles, un amendement a été en comité de la Chambre des communes pour donner au ministre un pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne la divulgation des noms. Le projet de loi stipule maintenant que le ministre doit faire tous les efforts raisonnables pour consulter les membres de la famille ou les représentants des prisonniers d'opinion et peut décider de ne pas inclure certaines informations dans la liste si une personne consultée par le ministre demande que l'information ne soit pas incluse
ou si le ministre est convaincu que de ne pas l'inclure serait dans le meilleur intérêt de l'avancement des droits de la personne ou de la sécurité personnelle de la personne. Cet amendement a été adopté dans l'esprit que ces obligations en matière de rapport ne sont en aucun cas destinées à restreindre ou entraver le ministère des Affaires étrangères et le travail qu'il accomplit. C'est plutôt un appui. Nous pensons que les ONG et le public seront mieux placés pour faire pression sur les gouvernements du monde entier afin qu'ils libèrent les prisonniers d'opinion, des personnes détenues simplement en raison de leurs croyances et de leurs idées sur l'amélioration de leur pays, des personnes qui luttent pour les droits de la personne, pour la liberté d'expression ou la liberté de parole. En sensibilisant le public au Canada et à l'étranger sur l'incarcération et parfois malheureusement la torture des prisonniers d'opinion, nous pouvons donner de l'espoir à ces personnes et chasser peut-être ce mal, ce qui conduira à la liberté des prisonniers et des défenseurs de la démocratie, des droits des femmes, des droits des LGBTQ2 et de la liberté. Quant aux entreprises qui contreviennent aux droits de la personne ou exploitent les pays en développement en ce qui concerne les armes à sous-munitions, cette loi souligne notre engagement à respecter les normes internationales et notre responsabilité de protéger les plus vulnérables, conformément aux lois que nous avons adoptées et aux traités dont nous sommes signataires. Étant donné que les États-Unis ne sont pas signataires de la Convention de Dublin et fabriquent malheureusement ce type d'armes, une question a été soulevée à l'autre endroit pour savoir si nous courions le risque de subir des pressions de la part des vendeurs d'armes américains pour s'assurer que des actionnaires ou les personnes impliquées dans ces entreprises, par exemple, ne soient pas visées par le projet de loi. Mon collègue à la Chambre des communes, le député Lawrence, a répondu comme suit. Les pressions politiques se sont avérées incroyablement efficaces. Textron, l'un des plus grands fabricants d'armes aux États-Unis, a cessé de produire des armes à sous-munitions et il a mentionné que c'était en raison des pressions politiques. Par conséquent, avec des mesures comme ce projet de loi-ci, qui pourrait empêcher les investissements relatifs aux armes à sous-munitions par l'entremise d'entreprises canadiennes, non seulement nous pouvons mettre fin à cette pratique, mais augmenter les pressions politiques. Je serais heureux de collaborer avec le député pour faire cesser la fabrication d'armes à sous-munitions partout dans le monde. Ce qui nous amène à la quatrième et dernière disposition, habiliter le gouvernement à interdire les organes de propagande d'État qui opèrent au Canada et diffusent de la désinformation, interférant ainsi dans notre débat public. Nous avons vu, à la suite de l'invasion russe de l'Ukraine, que RT, le réseau de propagande d'État de la Russie, a été retiré des ondes canadiennes. Le 16 mars dernier, le gouvernement du Canada a officiellement retiré Russia Today et RT France de nos ondes au motif que la distribution de ces services n'était pas dans l'intérêt public car leur contenu semble constituer des commentaires abusifs ou est susceptible d'exposer le peuple ukrainien à la haine ou au mépris pour des raisons de race, d'origine nationale ou ethnique, et que leur programmation va à l'encontre de la réalisation des objectifs de politique générale de la loi sur la radiodiffusion. La propagande russe n'a pas sa place sur les ondes canadiennes. En fait, aucune propagande d'État ne devrait y avoir sa place. Les sénateurs, vous vous rappellerez peut-être des controverses entourant la CGTN, l'organe de propagande de Beijing, qui a nié le génocide des Ouïghours et diffusé des aveux forcés de dissidents. Les modifications apportées à la loi sur la radiodiffusion dans ce projet de loi sont essentielles pour harmoniser le Canada avec ses partenaires semblables comme le Royaume-Uni, qui a interdit GCTN en 2021. La propagande d'État qui répand à la désinformation agit à l'encontre des intérêts canadiens. Je soutiens la décision du CRTC de retirer ses licences, mais il n'aurait pas dû adopter une approche aussi large. Il aurait dû y avoir un mécanisme plus direct en place. Ce projet de loi donnerait au CRTC un outil précis pour dire que le pays X commet un génocide et diffuse sa propagande dans notre pays et par conséquent perd son droit de diffuser au Canada. Cet amendement simplifie la question pour l'autorité de réglementation au lieu de devoir contourner les règles existantes. Nous pensons qu'il s'agit d'un amendement modeste mais nécessaire qui permettrait au CRTC de protéger les Canadiens vulnérables et lutter contre la désinformation. En conclusion, le projet de loi C-281, la loi sur les droits de la personne à l'échelle internationale, est un pas dans la bonne direction qui ne réglera pas tous les problèmes mais ajoutera un outil à la trousse d'outils du Parlement. Historiquement, le Canada s'est engagé à faire respecter les droits de la personne partout au monde.
Les dispositions du présent projet de loi nous permettent de nous assurer qu'il ne s'agit pas de simples mots, mais de principes que nous défendons. Le projet de loi donne aux parlementaires les outils nécessaires pour tenir le gouvernement en place responsable de ses actions et des mesures qu'il prend pour faire respecter les droits de l'homme, les droits de la personne dans le monde. Ce projet de loi a été adopté à l'unanimité à la Chambre des communes et j'espère qu'il sera adopté à l'unanimité assez rapidement ici aussi.